Ce sont 4 lettres qui font désormais partie de notre quotidien numérique, mais elles correspondent à une institution que finalement, on ne connaît pas si bien que ça. Mais au fait, c'est quoi la CNIL, cette autorité administrative indépendante qui régule nos données personnelles en ligne? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Thomas Bizet. Bonjour Raphaël. Merci d'être dans Métadonnées, de venir nous voir. Tu es chef du service des relations avec les publics de la CNIL. Donc concrètement, tu dois gérer les relations avec les externes, notamment avec les entreprises et avec le grand public. Et je voulais qu'on profite évidemment de l'occasion et d'un anniversaire notamment aussi, puisque ce sont les 45 ans de la CNIL cette année, pour revenir sur finalement ce qu'est la CNIL, parce qu'on en parle tout le temps. Alors moi, en tant que journaliste, je parle de la CNIL tous les jours. Je pense que même le grand public maintenant commence à être habitué à entendre parler de la CNIL, mais finalement, je trouve ça intéressant de revenir un peu aux bases, aux fondements de la CNIL. Déjà, on parle de la CNIL, 4 lettres. Est-ce que tu peux... Évidemment, tu vas pouvoir nous rappeler ce que ça veut dire. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, qu'on appelle souvent Commission nationale informatique et liberté, oui. Et on est OK avec ça, ça passe aussi. Oui, c'est ça, oui, parfois on simplifie un petit peu. Et finalement, la CNIL, alors on parle du RGPD, on va en reparler, on va revenir dessus, mais c'est pas très nouveau, c'est même, donc ça a 45 ans. Est-ce qu'on peut revenir un peu à la base de la création de la CNIL, parce que c'est un cas assez particulier. Ça remonte finalement donc à 1974. Tout à fait. 78, mais... Exactement. En fait, c'est vraiment les années 70 qui ont mené à la création de la CNIL. Début des années 70, pas si loin de l'après-guerre, on a le ministère intérieur qui découvre peut-être l'informatique et les fichiers et qui décide de mettre en place de nombreux fichiers de la population. Et notamment, il a un projet qui est le système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire individuel. Safari, exactement. On aime beaucoup les acronymes au sein de l'administration. Et donc le projet Safari, dont le but était de relier toutes les informations que l'État pouvait avoir avec le numéro de sécurité sociale. Donc qui était ultra moderne pour l'époque. On parle quand même de 2 gigas de données pour toute la population française. Pour l'époque, c'est monumental, 2 gigas de données. Aujourd'hui, c'est même une clé USB, c'est une micro-clé USB. C'est même pas un stockage payant sur Google. Exactement. À l'époque, je crois que c'est 8 étages. C'est indiqué comme ça dans un reportage, 8 étages dans un bâtiment. Et donc, ce projet Safari, va amener plusieurs réflexions. Notamment, il y a un article du 21 mars 1974 de Philippe Boucher au Monde qui publie un article sur Safari, la chasse aux Français. Donc, on a vraiment ce titre qui reste et qui peut-être fait partie de l'ADN vraiment de la CNIL et qui, en fait, en dehors du simple fichier, regrette et montre que tous ces fichiers-là sont faits sans cadre légal. Finalement, c'est pas tant le fichier lui-même qui pouvait poser question, c'est la manière de le faire. Et donc, à l'issue de cet article, dès mars 1974, il y a une commission qui est mise en œuvre, qui est de la commission informatique et liberté, qui doit faire un rapport sur comment on va encadrer l'informatique demain. Cette commission donne lieu à une loi en 1978, le 6 janvier 1978. Cette loi institue notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour pouvoir être garant justement de Donc c'est la création de la CNIL. C'est la création de la CNIL. Alors c'est la toute première autorité administrative indépendante. Depuis, il y en a des dizaines, et je ne sais pas combien il y en a. Il y a régulièrement des nouvelles. C'est ça, mais je ne sais pas, moi, l'ANSES, l'ARCEP, l'ARCOM, voilà. Défenseurs des droits qui sont Défenseurs des droits. Et donc c'est la toute première autorité administrative indépendante, c'est la CNIL. Et c'est intéressant parce que tu parles de ce fameux fichier Safari. Et en fait, c'est vrai que à l'époque, en fait, on se rend pas compte. L'informatique, c'est nouveau. On se dit ça va être plus pratique. En fait, c'était l'argument de dire attendez, vous avez des numéros sur votre permis de conduire, sur votre carte d'identité. On va tout faire avec un seul numéro qui sera votre numéro de sécurité sociale. Et donc, c'est ce fameux méga fichier dont on a reparlé, des histoires de méga fichiers, on en a encore aujourd'hui, de projets de méga fichiers. Il y a toujours quand même cette volonté souvent des pouvoirs publics, alors pas forcément dans l'esprit d'un fichage généralisé, d'une surveillance de masse, mais simplement de simplification, et on se heurte souvent à ça. Et donc finalement, la temporalité est intéressante, parce que comme tu le dis, on est en 1974, on n'est pas si loin que ça de la Seconde Guerre mondiale, et cet article du Monde, ça fait prendre conscience que le fichage numérisé est un fichage encore beaucoup plus
dangereux potentiellement que le fichage, notamment le fichage des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on voit les reportages INA sur cette époque, ou même l'article, on voit un peu que c'est aussi beaucoup de résistants, finalement, qui ont créé toute cette réflexion-là en se disant il ne faut plus que ça arrive et il faut faire en sorte qu'il y ait un cadre. Après, la logique, du coup, c'est pas de dire on est contre l'informatique, et ça c'est très beau. D'ailleurs, l'article premier, et d'ailleurs la CNIL n'est pas technophobe, l'article premier de la loi informatique et liberté, qui est toujours l'article a été changé, mais sur la première phrase, c'est l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est gravé. C'est-à-dire que c'est pas les citoyens qui doivent être au service de l'informatique et se plier aux exigences informatiques et aux exigences de simplification, mais vraiment que les choses doivent se faire pour le bénéfice de chaque citoyen. Le siège de la CNIL, il n'est pas n'importe où. Ça, je voudrais que tu me racontes cette histoire parce que c'est très intéressant. Ça, le siège de la CNIL, du coup, est 3 places de Fontenoy-UNESCO, qui est en fait un ancien bâtiment qui, pendant la guerre, avait certains fichiers avaient pu être mis en place à cet endroit, et des résistants étaient venus supprimer ces fichiers. Donc c'est assez intéressant, même si la CNIL ne vient pas supprimer non, bien sûr, des fichiers. Enfin, l'allégorie s'arrête assez rapidement. C'est symbolique. Les symboles, parfois, c'est important, c'est fort. Non, mais c'est important, je trouve, de rattacher quand même cette histoire. Souvent, on dit, attendez, il faut progresser, arrêter de nous, on en parlera tout à l'heure, arrêter un peu de nous emmerder entre guillemets, mais il faut savoir aussi d'où ça vient et finalement la connexion entre ce qu'on vit aujourd'hui en 2023 quand on parle de données personnelles et l'historique qui est du fichage de la Seconde Guerre mondiale. Je trouvais ça important de le rappeler quand même. Complètement, et d'ailleurs c'est toujours très culturel finalement une loi. Pour revenir sur la loi, c'est une loi qui date de 78 mais qui a été régulièrement modifiée. Et du coup la CNIL est toujours dans l'air du temps, c'est un peu ce qu'on disait pour l'anniversaire des 40 ans, la CNIL toujours dans l'air du temps. Et là c'est toujours ça, là, on a 45 ans de loi mais on a aussi 5 ans de RGPD. Et finalement on a vraiment une continuité, une modification. La loi de 78 est très belle pour une deuxième chose, c'est qu'elle ne prend pas en compte une technologie particulière, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer. Elle a des grands principes qui finalement vont trouver à s'appliquer sur un petit peu tout. On parle beaucoup d'IA par exemple régulièrement en ce moment et de ChatGPT. Finalement, les grands principes de la loi 118 pouvaient trouver à s'appliquer déjà sur ChatGPT. Le RGPD est venu renforcer certaines choses. Et par exemple, je sais pas, un des grands principes qui pourrait s'appliquer à la ChatGPT ? La proportionnalité des données, par exemple. Les données qu'on utilise, données personnelles, doivent être proportionnées. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut rendre un service, on ne collecte pas tout et n'importe quoi. Exactement. En gros. Donc, ce qui est, en fait, c'est jamais caduque. Comme c'est assez large, l'idée, c'est que ce ne soit pas obsolète, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, ces grands principes-là, de 78, ont été repris dans les grands principes européens avec une directive de 95, où là, du coup, toute l'Europe s'est mise ensemble pour se dire, ces grands principes sont bons. On en a rajouté certaines, mais l'exemple français a quand même été utilisé. Donc la directive de 95 a permis à ce que toute l'Europe ait une sorte de CNIL, donc c'est une directive donc avec une transposition à chaque fois. Et ça, en France, on a été assez précurseurs. Il me semble qu'il y a l'Allemagne et la Suède aussi qui ont été assez précurseurs au début des années 70. Mais en gros, si on fait France, Allemagne, Suède, on est précurseur sur tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de régulation au niveau européen, voire davantage. Je dirais que oui, mais j'ai peut-être le côté chauvin de dire que, oui. C'est pas grave. Mais il y a aussi, typiquement les États-Unis sur d'autres aspects, avec la FTC par exemple le font aussi, même si ça correspond pas exactement. L'idée en tout cas de ne pas faire n'importe quoi avec les données, globalement, est une idée un petit peu universelle aujourd'hui. Mais les États-Unis, tu parles de la FTC, c'est le commerce, c'est le régulateur du commerce. Ils le font également en fait sur l'aspect protection des données, pas que consommateurs. Ils ont également ces missions-là et on peut travailler avec eux certains cadres. Alors justement, je voulais en venir là. Comment on travaille aujourd'hui quand on a la CNIL ? Toi, ton quotidien, c'est quoi ? Vous êtes combien ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors la CNIL, on est 270. On est beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de juristes. Moi, je suis juriste. Et puis beaucoup de personnes un peu entre les deux, c'est-à-dire des juristes qui développent et puis des développeurs qui font du droit. Les choses sont un peu poreuses comme ça. Il y a également beaucoup de personnes, on essaie de renouveler également pour éviter l'entre-soi. Donc on a un sociologue, on a des designers, on a toute une série de métiers qui nous permettent d'éclairer un peu le fond du droit ou le fond de la technique. Je t'interromps juste, le sociologue, concrètement, il fait quoi à la CNIL ? Il analyse, par exemple, il a beaucoup analysé nos publics dernièrement. On a sorti un KIP qui s'appelle Scène de vie numérique, dont le titre de travail un petit peu provocateur était est-ce que la vie privée c'est pas un sport de bourgeois, qui était de se dire nos publics, on pressent un petit peu que c'est quand même le public parisien, cadre sup, la personne qui va nous poser des questions, c'est plutôt quelqu'un qui nous connaît déjà, ce qui est un peu logique finalement. Comment on va chercher des publics qui ne font pas de plaintes, qui ne viennent pas nous poser des questions, alors que assez clairement ils sont touchés par ces sujets. C'est-à-dire ce que tu expliques, c'est que la prise de conscience de l'importance de la donnée personnelle
faut avoir une certaine éducation au numérique et finalement c'est assez peu, c'est pas forcément représenté partout. On parle de l'électronisme, mais aussi le fait de ne simplement pas être bien informé et celui ou celle qui dépose des plaintes à la CNIL, qui va signaler un site qui ne respecte pas la vie privée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de l'histoire de la CNIL, mais ça reste quand même quelqu'un de très initié. Tout à fait. Et en plus, ce qui n'est pas forcément marqué, on va avoir des plaintes pour ce site n'est pas conforme. Et je ne mets pas de jugement de hiérarchie ou de valeur entre ces plaintes-là, mais on va avoir des plaintes où le site n'est pas conforme, merci de faire le nécessaire, bandeau cookie, ainsi de suite. Et on va aussi avoir des personnes qui sont directement touchées dans leur vie. J'ai eu un passif pour X raisons. Je me retrouve fiché sur toute une série de sites avec ce passif. Mon conjoint cherche à me retrouver et il y a mes adresses sur ces sites et on a beaucoup d'autres informations. Merci de faire le nécessaire pour l'enlever. Et donc là, du coup, forcément, l'impact aussi va être un petit peu différent. Parce qu'on va avoir des choses où ça va être un impact un peu plus diffus et où la plupart des gens vont avoir une sorte de compromis de les bandeaux cookies m'ennuient, mais est-ce que c'est suffisant pour que j'aille voir la CNIL ? Et l'autre aspect où les personnes vont être vraiment meurtries dans leur quotidien et où il faut vraiment contacter. Donc heureusement, on est quand même connu par ces gens-là puisqu'on développe de plus en plus des réseaux avec les maisons France Service par exemple où on les forme. On forme énormément d'homologues et de personnes qui peuvent venir, puisque nous on n'est que 270 finalement et basés à Paris même si on se déplace, qui vont venir travailler pour qu'on soit plus connu. Oui, mais les deux sont un peu liés. Ces fameux bandeaux cookies, c'est très théorique, c'est j'accepte les cookies, etc. Donc j'accepte une forme de pistage, mais le concret de ça, c'est justement, je trouve, finalement, l'autre exemple que tu me donnes. C'est-à-dire, en fait, finalement, à l'arrivée, il y a mon adresse sur un site et je ne veux pas qu'il y ait mon adresse sur un site et malheureusement, ce site ne supprime pas mon adresse. Donc, c'est le concret. Et ça, pour la CNIL, c'est beaucoup de travail d'aller voir des sites parce que j'imagine que si moi je te dis, il y a un site qui ne supprime pas mon adresse, ok, vous allez faire supprimer mon adresse, mais vous allez peut-être aussi regarder ce que fait... Enfin, si je suis dans mon droit, mais vous allez peut-être regarder aussi derrière ce que fait ce site de façon plus générale. Un peu des deux, ça dépend beaucoup de nos priorités. Mais déjà sur le site qui diffuse l'adresse, et le RGPD est un peu contre-intuitif là-dessus, il faut que la personne ait déjà agi auprès du site. En gros, on peut pas venir. Beaucoup de personnes vont nous voir en disant voilà, il y a mon nom sur tel site, merci de le faire supprimer, avec dans l'idée que la CNIL a une sorte de méga fichier et que je suis au téléphone avec la personne et c'est bon, je suis dans le système, j'ai supprimé la donnée. Ça, malheureusement, et puis finalement heureusement pour plein de bonnes raisons, ça n'existe pas. Donc du coup, il faut que la personne d'abord se dirige vers le responsable du site, lui demande un effacement. Le responsable du site a un délai d'1 mois maximal pour le supprimer. Ensuite, on peut venir vers la CNIL, faire une plainte en transmettant tous les échanges. Et ce délai d'1 mois, même s'il est maximal, on commence déjà à avoir quelques limites. Sur Internet, 1 mois, c'est extrêmement long. Oui, c'est ça. Quand j'ai une info personnelle et qu'on peut me retrouver, 1 mois, malheureusement, ça laisse beaucoup de temps. Ça, pour le moment, c'est pas prêt de changer. C'est ce qui est prévu par le RGPD. Après, c'est un délai maximal. Donc, on pourrait imaginer que dans certains cas, suivant certains risques, par exemple pour les mineurs, si la donnée concerne un mineur, le maximal est entendu au plus vite. Alors que dans beaucoup d'autres cas, on va attendre plutôt ce délai d'1 mois parce que probablement que le responsable du site a énormément d'autres données à gérer et que c'est pas si simple non plus. Donc, il y a une sorte d'équilibre qui doit se trouver là, mais qui permet pas, par exemple, tout ce qui va être diffamation ou cyberharcèlement. C'est un peu complexe pour nous de gérer ça vu les délais. Oui, et puis les gens, c'est vrai qu'on parfois on peut mélanger un petit peu les choses entre ce qui relève du cyberharcèlement, de la donnée personnelle, des insultes. Enfin, c'est vrai qu'il y a encore peut-être un peu de beaucoup de pédagogie à faire sur la différence et sur qui il faut aller voir, pourquoi peut-être. Complètement. Il y a beaucoup de sujets Internet sur lesquels on se recoupe avec d'autres régulateurs. On est souvent vu comme le gendarme d'Internet, des Internets, et on a quand même pas mal d'appels. On a peut-être 5% d'appels sur des sujets où on n'est pas compétent nous parce que c'est de la diffamation. J'ai fait une commande de nourriture sur Internet, j'ai pas été livré, donc j'appelle la CNIL. 5% c'est pas tant que ça. Moi je trouve ça plutôt satisfaisant. On fait beaucoup de pédagogie. C'est ça. Je trouve que ça veut dire que les Français comprennent bien aussi ce que c'est qu'une donnée personnelle. On essaie aussi de l'expliquer nous les médias. Alors tu me parlais évidemment des relations avec le grand public, c'est très important. D'ailleurs tu m'as apporté un petit jeu de cartes, ça aussi, c'est aussi pour former les jeunes publics, parce que c'est vrai que finalement, les données personnelles, pour une génération, c'est assez nouveau, mais pour la génération qui est née avec Internet, ça devient quelque chose du quotidien, c'est quelque chose du quotidien qui va devoir être géré au quotidien, et
pour très longtemps. Donc c'est vrai que former les plus jeunes, je pense que c'est important. Mais il y a aussi des relations avec les autorités et notamment aussi avec l'exécutif, avec le gouvernement, parce que la CNIL doit être consultée à chaque fois qu'il y a un projet de loi qui implique des données personnelles. Tout à fait. Donc la CNIL rend des avis donc, au sein de la formation plénière. Les commissaires vont rendre des avis sur des projets de loi, de décrets ou d'arrêtés dès lors qu'il y a des données personnelles dedans ou sur tout autre sujet, si on veut le soumettre à notre avis. Donc il y a une instruction et la CNIL ensuite va rendre un avis qui peut être public ou non public suivant les cas. Et dans certains cas, on ne peut pas le publier, typiquement parce que ça va être sur la sécurité de la nation, ce genre de choses. Alors il faut avoir en tête que c'est un avis. Donc, c'est consultatif. Et c'est un avis qui est sur un projet. Donc c'est pas l'avis qui est sur la loi qui va être votée. Qui va être débattue forcément et qui va être amendée, modifiée par le Parlement. Et une fois que la loi est adoptée, la CNIL ne regarde plus. Et après, c'est quoi ? C'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil d'État. Enfin, Exactement. Après, c'est les recours sur une loi. Donc le Conseil constitutionnel pour une loi, puis pour un décret, le Conseil d'État est possible, ou l'Union européenne. Enfin, on peut aller du coup à la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, si on considère que la loi contrevient au RGPD, par exemple. Mais du coup, la CNIL ne peut pas agir parce que la CNIL est instituée par une loi et ne peut pas agir contre le législateur. La CNIL n'est pas législateur. Souvent, on va aussi avoir des questions de l'ordre de le gouvernement a fait telle annonce ou il y a telle loi qui existe qui date des années 50. Pourquoi ? C'est pas à nous, du coup, c'est le législateur et nous, on applique, même si on est une AI, donc une autorité administrative indépendante, on n'est pas contre allégem. Enfin, on peut pas aller contre la volonté du législateur. Oui, mais ce qui est parfois un peu contre-intuitif, c'est qu'on se dit aussi, oui, mais enfin, vous pouvez sanctionner des entreprises, parce que on va en parler, vous sanctionnez des entreprises, et c'est vrai qu'on peut se dire, pourquoi, a priori, on ne peut pas sanctionner aussi une loi, mais donc votre avis, enfin, évidemment, c'est pas de la même nature, mais donc, vous, c'est consultatif. Après, est-ce qu'on vous donne toujours suffisamment de temps pour écrire un avis? Parce que parfois, dans les avis consultatifs de la CNIL, on explique, oui, enfin, on a été prévenu très peu de temps avant la proposition de loi. Tout à fait, on l'indique du coup régulièrement. Ouais. Après, le fait est qu'on a beaucoup d'agents très passionnés et des commissaires également, donc on arrive à faire les choses rapidement. Mais ça implique souvent des retours et des échanges. Dans ces cas-là, souvent, on rend un avis, on indique et on demande à voir certaines choses. Et il peut y avoir du coup des échanges un peu par la suite, sans ralentir le processus législatif. Sur la partie sanctions, on sanctionne l'entreprise, mais on sanctionne également des collectivités territoriales et on peut sanctionner l'État. Alors pas une sanction financière, ça n'aurait pas de sens puisque c'est recouvré par le Trésor public, donc l'État se paye à lui-même. Par contre, on a déjà pu sanctionner par exemple le ministère de l'Intérieur pour des pratiques et donc c'est soit des mises en demeure, soit des sanctions de cesser le traitement ou de prendre un décret par exemple. Et alors, de temps en temps, est-ce qu'il y a des prises de position ? Alors, il y a des prises de position parfois assez fermes. C'est quoi la frontière pour... Alors, je rappelle, la présidente de la CNIL, c'est Marie-Laure Denis actuellement. Est-ce qu'on peut prendre des positions sur, pas politique évidemment, mais sur un projet de loi, des positions publiques en dehors de l'avis quand un avis est vraiment extrêmement défavorable, qui n'est pas du tout suivi, est-ce que la CNIL peut, entre guillemets, un peu taper du poing sur la table ? Ou est-ce qu'on reste dans un rôle consultatif et on se dit, de toute façon, ce sera le Conseil constitutionnel qui sanctionnera derrière ? C'est une question politique qui dépend beaucoup de la stratégie et de la politique de la CNIL, qui du coup peut évoluer aussi dans le temps. On a déjà pu, et même récemment, faire des communiqués sur notre site internet qui soit reprennent des avis, soit s'interrogent sur le fait que notre avis n'ait pas été demandé sur certains projets, ou même sans que notre avis ait été demandé, on a pu, sur une annonce gouvernementale, faire paraître un article. Donc souvent, du coup, la presse indique que la CNIL s'irrite, ce genre de choses. On essaie de le brosser un petit peu comme ça, mais c'est aussi ça. C'est aussi notre rôle, effectivement, d'avoir un avis qu'on ne demande pas. Oui, là, on l'a vu sur le projet de loi de sécurisation de l'espace numérique. Donc, en gros, il y a notamment le signal arnaque, le filtre anti-arnaque. Le filtre anti-arnaque ou l'interdiction de réseaux sociaux. La CNIL, il y a des tables rondes au Sénat et la CNIL a notamment expliqué que si on veut empêcher quelqu'un de se réinscrire sur un réseau social, ça implique d'avoir des données personnelles. Et par exemple, là-dessus, la CNIL a dit attention, on voit pas trop comment ça peut être jouable. Tout à fait. Et notre rôle est aussi, vu qu'on a beaucoup d'ingénieurs et de juristes, de se poser la question de quels sont les impacts sur la vie des personnes. Encore une fois, en dehors, parfois,
on se permet aussi d'avoir une vision en dehors des purement données personnelles et une vision personne, puisque vraiment, dans notre article premier, notre ADN, c'est l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Donc là, typiquement, sur le filtre, enfin pas sur le filtre arnaque, mais sur le bannissement réseaux sociaux, on peut s'inquiéter. Je crois que l'idée, c'était peut-être de le faire sur l'IP. Et une IP, c'est une famille derrière. Donc on pourrait avoir une personne qui, parce que il a hébergé un troll, se retrouve banni, son IP se retrouve banni des réseaux. Comment c'est géré? Oui. Ce qui est géré d'ailleurs par Adopi, par exemple, sur les IP, par l'Arcom, excusez-moi, aujourd'hui. Et la Adopi où ça avait sauté aussi. Qui est devenu l'Arcom, mais du coup, il y a ces choses-là qui reviennent régulièrement et sur lesquelles on va avoir un avis, puisque effectivement, il y a des données personnelles dedans. Et est-ce qu'il y a eu des grands dossiers là, sur lesquels, qui vous ont marqué? Alors, qui soient d'ailleurs vis-à-vis de boîtes, d'entreprises, de projets gouvernementaux, de politique, évidemment, parce qu'on a vu pendant les campagnes présidentielles, il y a des enjeux de données personnelles très importants. Est-ce que récemment, il y a des sujets comme ça qui vous ont marqué, des affaires qui vous ont marqué? Je vais plutôt parler du coup de l'aspect politique, puisque mon service gère l'Observatoire des élections, que la CNIL met en place pour recueillir tous les signalements sur les élections. Et effectivement, ce qui nous marque, c'est le côté très irritant de beaucoup de pratiques. Et finalement, on se retrouve avec des gens qui ne nous auraient jamais contactés, mais parce que ça les irrite tout d'un coup à un aspect. Typiquement, le message laissé sur le répondeur, c'est-à-dire qu'on rentre dans les privés. Ça, c'est un truc qui nous a... Alors nous, en tant que journalistes aussi, on l'a pas mal vu, et je pense que chez toi aussi, c'est... oui, pourquoi est-ce que Valérie Pécresse, Emmanuel Macron me laisse un message sur mon répondeur, quoi? C'est hyper intrusif. Ouais. En fait, je vais dire un truc, on se demande comment ça peut être légal. Alors... Tout est, l'encadrement est assez complexe et je pourrais pas. On va pas refaire tout, mais faudrait en débattre plus longtemps. Mais effectivement, ça pose quelques questions et en fait, ce qui irrite les personnes, c'est comment on a eu mes données. En gros, on va souvent avoir, alors les personnes qui vont nous questionner, c'est plutôt des personnes qui sont opposées et on se demande mais qu'est-ce qui peut bien vous faire croire que j'ai envie d'être sollicité par telle ou telle personnalité politique. Et donc c'est aussi une remise en question un peu comme quand on voit une pub sur un réseau social, de se dire mais qu'est-ce qui a pu vous faire croire que j'étais intéressé par telle ou telle chose. Moi par exemple à une époque je suivais beaucoup les articles sur un parti politique. Je trouvais ça très intéressant ce qui se passait sur ce parti à ce moment-là, sans avoir aucun lien ou aucune idéologie liée à ce parti. Et je me suis retrouvé du coup à recevoir des publications en lien avec ça, par le jeu des cookies sur lequel je ne reviendrai pas. Et en fait, aujourd'hui, sur la plupart des réseaux, on peut cliquer et savoir pourquoi on m'a ciblé. Et finalement, c'est cette question-là, le pourquoi on m'a ciblé, qui se trouve être le plus irritant, je trouve, pour les personnes. Et ça, on va le retrouver dans beaucoup de dossiers sur lesquels j'ai pu travailler. C'est l'origine des données, alors que ça n'avait pas été collecté en direct. Parce que là, on parle du numéro de téléphone. Donc on se dit, mais attendez, pourquoi ils ont mon numéro? Qu'ils aient mon mail, bon, pourquoi pas, mais mon numéro, ça devient très intrusif. Et donc ça, là-dessus, en l'élection présidentielle en 2022, tu as constaté un pic important, même si ces pratiques avaient déjà été observées en 2017, il me semble. Tout à fait. Là, tu as observé quand même une prise de conscience plus importante? On a pu le rappeler, du coup. On a pu rappeler le cadre et voir que c'était irritant. Après, peut-être que ça fonctionne, peut-être que c'est ça aussi la chose. Mais derrière, on a pu effectivement voir qu'il y avait cette difficulté-là qu'on regardera. Et de la même manière, il y avait un candidat qui avait envoyé un courriel à peut-être une certaine partie de la population. Et du coup, ça crée là aussi le pourquoi je suis ciblé. Oui, alors ça d'autant plus que c'est nous qui avons sorti l'info, tu en parles, mais c'est vrai que c'était Éric Zemmour qui, à la veille du premier tour, avait fait une campagne en envoyant des SMS qui s'adressaient à la population, aux Français juifs. Donc c'est vrai que là on parle en plus de données. Il me semble qu'il y avait une enquête qui était ouverte d'ailleurs. Il y a un contrôle. Il y a eu un contrôle qui est en cours. J'ai pas d'informations. Qui est toujours en cours. C'est une autre. Mais là on parle carrément de religion. C'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais je peux pas non plus. D'accord. Mais du coup, c'est ces sujets-là qui vraiment rentrent dans le. Je pense que c'est là où on voit à quel point ça rentre dans l'intimité finalement des personnes. Effectivement, dès lors qu'on va parler de politique, dès lors qu'on va parler de religion, c'est d'ailleurs des données sensibles qui sont particulièrement protégées. Et dès qu'on va rentrer dans ces choses-là, là, il y a un irritant qui est direct. Et on sent. Et finalement, je trouve que c'est une bonne chose que les personnes, ça allume directement quelque chose chez eux, chez elles, et du coup viennent nous solliciter, viennent nous voir, viennent se plaindre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on crée un observatoire qui est à côté pour le traiter plus massivement que les plaintes et de manière un petit peu plus prioritaire. Sur les délais de contrôle, là, ça fait 2 fois où je dis on va voir, c'est qu'on a des délais, nous, qui sont très longs. Souvent, on nous le reproche. C'est plus rapide que la justice, a priori. Parce que là, ça fait 1 an.
Ça fait que 1 an. Pour la présidentielle. Tout à fait. Mais on est sur des délais qui nécessitent de refaire les choses, de voir. En fait, le RGPD met une logique de accountability, de responsabilisation des acteurs. Et en fait, les acteurs doivent être d'abord conformes envers eux-mêmes, le documenter en interne, et nous, on peut aller voir. Donc, il n'y a plus de logique de déclaration, ce genre de choses qui pouvaient peut-être un peu accélérer finalement à l'époque les contrôles. Et aujourd'hui, on doit, quand on fait un contrôle, compter beaucoup soit sur la bonne volonté de l'entreprise, soit beaucoup sur de nombreux contrôles, l'organisme, soit compter sur de nombreux contrôles qui vont permettre d'étayer, de voir et de remonter la chaîne d'acteurs. Par exemple, pour un courriel envoyé, on va aller voir l'entreprise qui a demandé à envoyer le courriel, l'entreprise qui a envoyé le courriel, l'entreprise qui a routé. Et donc, c'est toute une série de contrôles qui doit se faire et qui du coup prennent du temps pour être analysés, et les sanctions sont à tel niveau aujourd'hui qu'il faut que notre dossier soit complètement, parfaitement bouclé pour pouvoir être justement, c'est ce que j'allais dire, depuis l'arrivée du RGPD en 2018, j'encourage ceux qui nous écoutent ou nous regardent à aller écouter ou regarder l'épisode dédié au RGPD, qui est un peu le Big Bang de la régulation des données personnelles. Donc ça s'est appliqué depuis le 1er mai 2018, si je ne dis pas de bêtises. Ça a complètement changé. Est-ce que depuis 2018, la CNIL fait beaucoup plus peur qu'avant ? Parce que là, les sanctions, tu peux les rappeler peut-être financièrement, mais ça peut représenter du très lourd. Alors, c'est administratif, il n'y a pas de pénal, il n'y a rien, évidemment. Mais ça... C'est pire, c'est qu'il y a du pénal en fait en même temps. On peut tout à fait avoir une sanction de la CNIL administrative et une sanction pénale. Voilà, j'ai pas de souvenir où ça arrivait, mais ça pourrait se. Mais en tout cas, financièrement, une boîte qui respecte pas le jeu, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros au maximum. Donc ça peut être très lourd. Et là, dans les sanctions les plus importantes récentes de la CNIL, financièrement. C'est une colle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a mis 21 sanctions et que ça représente 100 millions d'euros. Je sais qu'on a sanctionné il n'y a pas longtemps Google et Facebook, mais j'ai plus les montants exacts. Je les ai plus en tête non plus, mais ça se chiffrait quelques millions. Et sachant que le budget de la CNIL, c'est important à noter, est de 23 millions. Donc ce qui me fait dire avec sourire que c'est plutôt rentable pour le Trésor public. Oui, c'est ça, parce que les sanctions, ça va pas dans les poches de la CNIL, ça va au Trésor public. Quand même si maintenant ça fait consensus l'importance de la donnée personnelle, il y a quand même, on entend une petite musique qui dit la CNIL, oui, enfin attendez, ça empêche l'innovation. L'Europe, on est trop occupé à réguler, à sanctionner, pas à innover. Il y a même des hommes politiques qui ont pris des positions contre la CNIL. Christian Estrosi, je crois. Laurent Wauquiez, qui a dit récemment, alors il s'était fait taper des doigts par la CNIL quelques mois plus tôt, alors je ne sais pas si c'est lié, mais enfin il a dit supprimons la CNIL. Est-ce que pour toi, il y a une menace de remise en cause de la CNIL ? Une menace, non. Par contre, c'est intéressant d'avoir ces ressentis qui peuvent être réels chez les organismes. Moi, j'ai travaillé au service des contrôles. Et effectivement, quand on contrôle un organisme, on est rarement heureux de nous voir. Puisque ça prend du temps. La conformité RGPD, c'est quelque chose qui prend du temps et qui coûte. Mais en même temps, il ne faut pas le voir comme un frein, il faut le voir comme une chance d'avoir une entreprise qui est conforme et qui a des standards élevés. Les États-Unis sont, alors dans plusieurs États, en train de mettre en place un équivalent de RGPD. Donc ça montre quand même que c'est plutôt le bon modèle. Et on voit bien avec différentes pubs, par exemple, qu'on voit à la télé en ce moment, que la vie privée est quand même un facteur intéressant pour les consommateurs. C'est devenu un argument marketing. Apple, c'est son argument marketing. Complètement. Pas que d'ailleurs, mais c'est... Et pour nous, c'en est un. Donc il faut que les entreprises s'en saisissent. Et finalement, la conformité RGPD, c'est pas si complexe si on l'a dans l'ADN. C'est complexe, effectivement, si mon entreprise, c'est de revendre des données sans poser de questions et point. Là, oui, c'est complexe. Parce que, oui, ça remet en jeu quand même des business models et de la rentabilité pour certaines boîtes. Exactement, mais qui étaient déjà remis en jeu depuis 78. Oui. Le problème, c'est que c'était des boîtes qui étaient peut-être sous le scope à l'époque, et aujourd'hui sont là, présentes, et on reçoit des plaintes contre de nombreuses boîtes qui existent depuis 30 ans, mais les gens se plaignaient pas à l'époque, puisque il y avait une sorte de compromis de qu'est-ce que je vais faire. Aujourd'hui, on commence à nous connaître, on reçoit aujourd'hui entre 13 et 14 000 plaintes par an, alors qu'il y a 5 ans, avant le RGPD, on recevait 6 000 plaintes, par exemple. Ouais, donc c'est énorme. Ça a plus que doublé. Ouais, et ça va continuer à croître, j'imagine. Pour toi, les principaux enjeux, parce que là, évidemment, on parle du côté alors, il y a le côté politique, on a parlé, commercial, avec les cookies. Il y a aussi d'autres sujets. Il y a l'IA, il y a la reconnaissance faciale, là, qui commence à quand même
un petit peu faire parler d'elle. Est-ce que pour toi, c'est les gros sujets là en termes de données personnelles ? C'est nos gros sujets actuels. L'IA, donc on a un service de l'intelligence artificielle qui vient de naître, qui est en train de se constituer, pour justement prévoir l'IA Data Act qui devrait arriver en 2025. C'est la régulation européenne. La régulation européenne, effectivement, sur l'intelligence artificielle, mais qui est finalement des choses qu'on faisait déjà. C'est-à-dire qu'on se spécialise un petit peu là-dessus, mais nous, l'intelligence artificielle, on a toujours fait finalement, puisque, l'intelligence artificielle qui concerne les données personnelles, mais finalement, il y en a très peu qui ne concernent pas de données personnelles. La logique d'algorithme, de boîte noire et ainsi de suite, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis assez longtemps. Parce que c'est la nourriture de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que si je veux entraîner un algorithme, il faut avoir de la donnée pour qu'il s'entraîne, et c'est de la donnée personnelle. Sauf à faire uniquement de la météo, et là, il y a un peu moins de sujets, même si on pourrait imaginer que la météo est dans un jardin, et donc il y a une adresse, et donc on retrouve ça, mais l'idée, c'est pas de phagocyter, et c'est, je pense, la peur de beaucoup d'acteurs de se dire, la CNIL va venir, et du coup, va mettre données personnelles partout. C'est pas forcément le but. Par contre, le fait de reconnaître qu'il y en a et que nous, on a un savoir, une certaine expertise sur le sujet, c'est assez intéressant. Donc, on monte ce service. Les caméras augmentées, effectivement, c'est un sujet, mais qui rejoint finalement, les deux sujets se rejoignent. On le voit beaucoup. Nous, de la même manière, le but, c'est d'avoir un cadre. Dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on fait, et surtout, est-ce qu'il n'y a pas des moyens alternatifs. Par exemple, on voit de plus en plus des cantines scolaires qui veulent mettre des caméras augmentées à reconnaissance faciale parce que les enfants perdent leur carte. Bon, est-ce que le but, c'est pas d'avoir une carte avec peut-être un enfant sur 20 là, c'est le fameux principe qui date de 78, la proportionnalité. Est-ce que c'est pas totalement démesuré et le problème, c'est que parfois, on a des politiques qui disent en fait, je vais tout régler grâce à l'IA, grâce à la reconnaissance faciale. Le problème, c'est l'ambition de tout régler par la technologie. Donc, heureusement, on a beaucoup de chercheurs avec nous sur ce sujet-là, que ce soit sur la prédiction policière, de dans quel quartier je me déplace. Il y a beaucoup de choses qui ont été un peu débunkées à ce sujet, ou sur beaucoup d'aspects de ces points. Et ce qu'on a aussi comme point plus, c'est que le RGPD est rentré dans la tête de beaucoup de personnes, même si on a encore un large travail pour le faire avec l'éducation numérique. Et donc les personnes vont s'en inquiéter. Par exemple, là, sur les cantines scolaires, on a de plus en plus de parents, voire de lycéens, qui nous contactent pour nous dire mon lycée veut faire ça, on en a parlé en conseil de lycéens, moi ça me semble très bizarre, comment on fait ? Parce que cette culture de liberté, elle existe en fait, et elle se répand, et ça c'est aussi une bonne chose que ça questionne. Et ces parents, ils savent aussi qu'ils peuvent s'adresser à la CNIL. Tout à fait. S'il y a quelque chose qui se passe dans son collège, dans son lycée, on peut aussi se tourner vers la CNIL. Tout à fait. D'ailleurs, donc moi, mon service des relations avec les publics gère les réponses aux particuliers et aux professionnels en direct, soit par téléphone de 10h à midi tous les matins. Donc vous avez le numéro de la CNIL sur nos réseaux et puis sur notre site, soit sur les questions écrites, donc papier, on en a encore beaucoup, ou numérique sur un téléservice sur notre site, et on répond dans les 11 jours environ. Donc on est assez content, même si on vous indique 60, rassurez. Mais vous rapportez beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait plus de monde. On adorerait. Après, il y a aussi une masse critique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait entre, par exemple, 300 et 400 contrôles par an ? Est-ce que si on en faisait 800, tout le monde serait conforme ? Non, de toute façon, il y aura toujours... Donc, ce sera toujours des questions de priorisation. C'est comment capter ce qui concerne les 80% des utilisateurs et en étant efficace. Et nous, on croit aussi beaucoup à nos ambassadeurs. C'est pour ça qu'on mise beaucoup sur l'éducation numérique. On a toute une campagne, on en a parlé avec les jeux de cartes, sur les 8-10 ans, qui s'appelle Tous ensemble prudence sur Internet, dont le but, c'est de se dire, si les enseignants, les enfants et donc les parents sont au courant de ces choses-là, si les maisons de France Service, si tout en fait, le tissu associatif aussi local est au courant qu'on peut contacter la CNIL, de ce qu'on fait, de nos contenus. On a énormément de contenus sur un site qui mériterait d'être encore... On a 11 millions de vues, mais qui pourrait être encore plus mis en avant. C'est autant de personnes qui vont se poser les bonnes questions, s'interroger, nous contacter, voire avoir directement les réponses, et ça va se régler comme ça. Merci beaucoup Thomas Bizet d'être venu nous voir dans Métadonnées. Je rappelle, tu es chef du service des relations avec les publics à la CNIL. Merci d'être venu nous rappeler un peu l'histoire, la longue histoire de la CNIL, et puis encore très longue probablement. Merci beaucoup d'avoir suivi Métadonnées. Évidemment, vous retrouvez cet épisode, comme tous les épisodes de Métadonnées, sur notre plateforme Tech & Co, BFM TV, Rubrique Tech, et évidemment sur les plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube. Merci de nous avoir suivis.